En 4 ans d'accompagnement en ligne, on a accompagné plus de 1600 clients et aujourd'hui, je vais vous partager des réalités de ce monde-là, du monde du coaching que personne ne semble vouloir vous dire. Donc ensemble, on va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour dire des trucs que vous ne connaissez pas encore. Dans les métiers de l'accompagnement en ligne, il y a un peu ce truc de vouloir sortir de son entreprise, de vouloir tout déléguer, un petit peu dans l'idée de ok, je sors de la boîte. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là et des gens qui courent un petit peu après ce schéma-là? Le problème, c'est que on a vendu aux gens depuis des années, vous allez avoir des revenus passifs, vous aurez une entreprise qui tourne sans vous, faut pas qu'elle dépende de votre personal branding, blablabla. Le problème, c'est que les gens, en fait, ils veulent faire ça beaucoup trop tôt. Moi, je connais des boîtes qui font 10, 15 millions dans nos métiers, qui dépendent encore du fondateur, et le fondateur, il est encore hyper impliqué. Nous, cette année, ce sera 2,5 millions, tout dépend encore de mon image, et je suis encore hyper impliqué. Ça veut pas dire que la boîte peut pas tourner sans moi, c'est juste que si je veux une boîte qui tourne 100% sans moi et qui gagne de l'argent, dans ce cas-là, j'ai mieux fait d'aller foutre mon pognon en bourse et d'acheter des actions LVMH en fait. Et dans ce cas-là, ça tournera vraiment sans moi, je serai vraiment un entrepreneur passif, un investisseur passif même d'ailleurs. Si t'as créé une boîte pour t'en extraire à toute vitesse, t'aurais mieux fait de créer une boîte pas dans l'accompagnement, puisque dans l'accompagnement, il y a du personal branding, et les gens qui essaient de faire la transition là et qui veulent transformer leur prénom en une marque et enlever leur tête de partout, en général ils se pètent la gueule, ou au moins ils perdent 50% de chiffre d'affaires malheureusement, on l'a vu, hein, ça marche pas, ou ça marche très difficilement, il y a quasiment personne qui a réussi. Le problème, c'est que on veut partir trop tôt de son entreprise elle est pas prête. Moi aujourd'hui, l'opérationnel de ma boîte, l'opérationnel, hein, pas tout, l'opérationnel par la décision est complètement délégué. Ça veut pas dire que je mets pas les mains dedans, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de le faire si j'ai pas envie. J'ai mis 4 ans à le faire, sachant que c'est ma 3e boîte. Et les gens, ils arrivent et au bout de 3 mois, ils disent ouais, je vais déléguer mes ventes. Mais t'as déjà vendu au téléphone? Non. Et t'as combien de calls par mois? 3. Mais y a rien à déléguer en fait. Le sales, il va pas pouvoir bouffer, donc tu vas pouvoir recruter que des chèvres. Et en plus de ça, même la chèvre, tu vas pas pouvoir lui dire ce qui est bien ou pas, puisque tu l'as jamais fait. Et là, je prends le truc évident avec les sales. C'est vrai pour le setting, c'est vrai pour le contenu, c'est vrai pour le coaching, c'est vrai pour tout. Si tu sais pas faire, tu peux pas recruter des personnes qui sont fortes, parce qu'elles veulent pas bosser avec toi. Si t'as pas assez de volume que tu dois générer manuellement toi-même au début, les bons, ils veulent pas travailler avec toi parce qu'ils gagnent pas d'argent. Globalement, vouloir s'extraire de son entreprise à toute vitesse, c'est le meilleur moyen de planter sa boîte. Est-ce que c'est sain aussi de vouloir faire ça? Ou est-ce que c'est pas qu'il y a aussi un problème sur le choix du business de base? Bah, si tu veux absolument t'extraire de ta boîte le plus vite possible, c'est peut-être obligé de te tromper de métier. C'est les gens qui me disent moi je veux plus jamais coacher, mais alors pourquoi t'es dans le coaching dans ce cas-là en fait? Dans ce cas-là, va planter des carottes ou fais une usine de chaises quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Moi, il y a des problématiques sur lesquelles je veux plus coacher. Parce que une fois que j'ai accompagné 500 clients qui m'ont posé 500 fois la même question, ouais, maintenant faut foutre un coach et moi je voudrais me concentrer sur la question suivante s'il vous plaît, parce que j'en ai marre de répéter le même truc et que j'ai plus assez de patience et je suis plus assez proche de mon client pour que ce soit moi la bonne personne pour l'aider sur ce truc-là. J'utilise toujours la même métaphore, c'est est-ce que tu préfères apprendre à conduire avec le meilleur moniteur d'auto-école de France ou avec un pilote de F1? Bah aujourd'hui, moi il y a certains sous-sujets où je suis le pilote de F1 et en fait je vais trop vite et je suis trop con et j'ai des réflexes mais je suis pas capable de te les expliquer, donc je t'envoie dans le mur. Et donc ça c'est des endroits où je dois m'extraire de ma boîte. Je peux mettre d'autres gens à ma place qui sont de très bons moniteurs d'auto-école. Mais tous les endroits où c'est pas le cas, je suis encore présent parce que j'aime mon métier. Et si t'aimes pas ton job, pourquoi tu fais ce job-là? Pourquoi tu fais pas un autre job dans ce cas-là? Ah oui, mais je pensais que... Non. Au bout de 5 minutes, t'as su à quoi ça ressemblerait ton métier, soit t'en changes, soit t'y restes. Et si tu veux pas y rester, pose-toi des questions. Le business en ligne et l'accompagnement, c'est un choix de carrière. Est-ce qu'on peut remettre un peu de clarté là-dessus, à l'heure où il y a beaucoup de surpromesses un peu partout? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le monde du business en ligne. Alors, business en ligne, il y a plein de sous-segments de ça, mais moi, je parle de ce que je connais, hein, donc coaching, formation, consulting, etc. Ce qu'on appelle vulgairement les infopreneurs, les coachs, c'est tout. Il y a plein de gens qui arrivent là-dedans en se disant, cool, c'est une opportunité de devenir riche rapidement sans rien foutre. Ils vont déchanter très très vite, parce que c'est pas du tout ça. Et en fait, c'est une carrière. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, je suis assez passionné de formation, transmission, e-learning, marketing en ligne, copywriting, vente, recrutement, management de freelance, en remote, etc. Je suis assez passionné par tous ces sujets pour me dire je vais monter une boîte là-dedans. Ces boîtes-là, quand on sait bien les monter, qu'on a pris le temps, qu'on a réfléchi, qu'on est compétent, c'est des boîtes qui crachent un cash impressionnant. Par contre, c'est des boîtes qui se valorisent pas. C'est des boîtes qui se revendent pas. C'est des boîtes qui se délèguent très mal. C'est des boîtes qui dépendent tout le temps de leurs fondateurs. Il y a des avantages et des inconvénients comme dans tout type d'entreprise. De la même façon que si je veux construire une usine de chaises, effectivement ça dépend pas de ma gueule, je peux tout automatiser, je peux tout déléguer, potentiellement il y a la marque de table voisine qui pourra me racheter, donc c'est une boîte qui est valorisable, mais par contre j'ai des investissements de départ hyper importants. Mon usine de chaises, c'est pas avec Facebook que je vais la faire marcher, c'est avec des gros contrats B2B, etc. Tout type de boîte a des avantages et des inconvénients, c'est ce que Mark Manson appelait la tartine de merde. Il disait, de toute façon dans la vie, tout le monde bouffe sa tartine de merde,
Donc à savoir un truc avec des avantages et des inconvénients, choisis simplement quel parfum de tartine de caca tu veux manger. Choisir le coaching, l'accompagnement, la formation comme une carrière à part entière et pas comme une opportunité, c'est choisir cette tartine-là avec ses avantages et ses inconvénients. Mais si tu viens pour de mauvaises raisons, il y a quand même de grandes chances que tu sois déçu et que tu repartes en courant. Toi, c'est quoi qui t'avait fait opter pour cette voie-là, du coup? J'adore l'idée de travailler en distanciel, j'adore l'idée d'être passionné par un sujet, de le poncer et de me demander comment est-ce que je peux le transmettre de la meilleure façon. J'adore vendre par écrit, j'en ai fait une formation best-seller, vendre 100% par écrit qu'on vend toujours. Je trouve ça extraordinaire de me dire que je peux vendre des trucs à 5000 balles avec simplement des messages sur Messenger ou sur WhatsApp. En fait, toutes les sous-compétences de ce type de métier sont des sous-compétences que j'adore. Et surtout, j'ai trouvé un choix de carrière où concrètement je suis payé pour apprendre des trucs et une fois que je les ai bien poncés, les transmettre à des gens qui en ont encore plus besoin que moi d'une façon qui soit digeste. Je suis payé pour m'entourer des meilleures personnes au monde dans certains domaines, prendre tout ce que je peux prendre de ces personnes et le retransmettre à d'autres qui en ont encore plus besoin mais qui n'y ont pas forcément accès. C'est quand même, pour quelqu'un comme moi, qui est un peu un toc-toc, qui aime apprendre des trucs, qui aime lire, qui aime regarder des vidéos, qui aime se former, qui aime découvrir et tout, c'est le choix de carrière idéal. En fait, c'est un peu comme si j'étais journaliste d'investigation, mais pas pauvre. Et je risque pas de me faire buter non plus. Je pense vraiment que marketeurs en ligne, formateurs, coach et tout, c'est des journalistes ou des créatifs qui n'avaient pas envie d'être pauvres. Et ce chemin de carrière-là, moi, c'est celui qui m'épanouit, moi, le plus. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont s'éclater là-dedans, il y a des personnes qui vont détester, et c'est juste qu'il faut y aller pour de bonnes raisons, quoi. Et du coup, comment tu gères les aspects plus négatifs de ce business model-là? Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu construis un truc qui est moins facilement valorisable, etc., etc. Comment toi, tu vois ces inconvénients-là, ces tartines de merde-là, et comment tu composes avec, quoi? C'est des problèmes seulement si on veut les voir comme des problèmes. Ma boîte dépend de moi, c'est pas grave, elle crache du cash. Donc en fait, ce cash-là, je vais le réinvestir dans des choses qui dépendent pas de moi. Je peux me mettre en bourse avec des ETF, je peux faire de l'IMO, je peux lancer d'autres boîtes moins rentables mais qui dépendent pas de ma gueule. Il y a un million de façons de faire. Les problèmes liés à cette industrie ne sont pas des problèmes pour moi. Ouais, il y a des gens qui m'insultent sur internet, c'est pas grave. De toute façon, avant ça, j'étais un petit con, ils m'insultaient dans la vraie vie. Voilà, j'ai toujours été une tête de nœud, donc c'est pas très grave que je me fasse insulter sur internet. Le business dépend de moi, c'est pas grave, j'aime ça, j'ai pas envie de me barrer. Donc c'est pas un souci. Le business n'est pas valorisable, ne se revend pas, c'est pas grave. En fait, je prends l'argent, je le réinvestis dans des trucs. Les inconvénients de cette activité n'en sont pas pour moi. Ils le sont peut-être pour d'autres, mais ça tombe bien. Trouve un endroit sur Terre où ce qui est du travail pour les autres est un jeu pour toi. Trouve un endroit sur Terre où ce qui est un inconvénient pour les autres est un avantage pour toi. Et tu es dans la bonne opportunité, au sens véhicule qui va te transporter tout au long de ta carrière, parce que tu as des avantages par rapport à tous les autres. Et moi, aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est ça le sujet. J'ai pris des compétences que j'avais, et je les ai mis à l'endroit où c'était le plus drôle. Pour moi. Je suis, moi, à l'endroit parfait pour moi-même. Ça veut pas dire que tout le monde doit faire pareil. Juste que pour moi, ce que tout le monde décrit comme étant un gros problème n'en est pas un. Et ça t'a pris combien de temps à trouver cet endroit parfait pour toi? 10 ans. J'ai quasiment tout essayé sur internet. J'ai essayé les médias en ligne, j'ai essayé de travailler dans l'ombre de dirigeants sportifs, politiques, artistes, etc. J'ai fait du contenu de toutes les façons possibles imaginables, du très influence jusqu'au très vente. J'ai bossé dans des agences, j'ai bossé chez l'annonceur, j'ai coaché des grosses boîtes, des trucs, etc. Et en fait, j'ai pris mes compétences et j'ai exploré tous les métiers en ligne qui matchaient avec mes compétences jusqu'à trouver là où j'étais le plus à l'aise. Et j'ai foutu à la poubelle tout ce qui me faisait pas marrer. Et une fois que j'ai trouvé un truc qui avait l'air amusant, je me suis dit tant pis pour les difficultés, on y va à fond. Une fois que tu as choisi ça et que tu as décidé après de faire grandir ta boîte, c'était quoi un peu les paliers et les choses que tu as dû apprendre pour passer de palier en palier? Dans un post LinkedIn, tu disais de 0 à 10K, il te manque des connaissances, de 10 à 100, il te manque ça, de 100 à plus. De 0 à 10K, tu dois trouver ce qui marche. T'es nul en vente, tu dois apprendre. T'es nul en copywriting, tu dois apprendre. T'es nul en produit, tu dois apprendre. T'es nul en connaissances clients, tu dois apprendre. C'est vraiment de 0 à 10K par mois, c'est vraiment juste, il te manque des connaissances techniques sur ton métier et il faut que tu apprennes à le faire. De 10 à 100K, tu vas manquer de compétences en recrutement, management, leadership. Tu vas manquer du bon entourage, tu vas manquer d'une capacité à attirer l'attention, à attirer de l'audience et à transformer du trafic ultra froid en client prêt à acheter. De 100 à 200K, c'est le back-end et la LTV, donc savoir comment faire pour que tes clients soient tellement contents d'être chez toi qu'ils aient envie d'acheter plus de trucs chez toi. Et après, ce qui se passe au-delà de 200-250, je peux pas encore le dire, j'y suis pas encore. Probablement qu'on fera une vidéo dans un an où je te dirai voici ce qui se passe entre 250 et 500, mais pour l'instant, j'ai toujours choisi de pas parler de ce que je connais pas, ce que je comprends pas. Je peux me projeter au niveau marketing, copywriting, par exemple, sur ces segments-là, parce que j'ai bossé pour des boîtes qui le faisaient, mais moi, je l'ai pas fait, donc en fait, j'en comprends que 5%, peut-être. Quand je comprends que 5% d'un truc, je ferme ma gueule, ce qui serait un très bon conseil pour beaucoup de gens sur Internet.
Tu disais dans un post aussi que du coup la croissance et aussi le passage de palier en palier se cachait souvent derrière les actions qu'on cherche à éviter. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Il y a une phrase que je répète tout le temps, c'est: «Les résultats que vous voulez se cachent derrière les actions que vous évitez et que vous essayez de ne pas faire». À chaque fois qu'on a passé des gros paliers de croissance, on savait exactement ce qu'il fallait faire, on se racontait que nous, on devait pas le faire et qu'on pouvait pas le faire parce que, en général, raison éthique, vertueuse à la con de merde. Enfin, moi je suis gentil donc je fais pas ça. Je craque un truc, je comprends le sujet différemment, je comprends le sujet avec plus de profondeur, j'ose faire ce truc. Oh, palier de croissance, mince alors, qui aurait pu s'en douter? Tout le monde sauf moi. Globalement, vraiment, les gens savent en fait ce qui leur manque pour avoir les résultats. Ils veulent pas le faire. Et c'est pour ça qu'on paye des coachs, des mentors, des programmes de mastermind. Parce que vu qu'on a payé, ça nous fait chier. Et donc la personne elle nous dit fais ça. Et tu lui dis pas ah non, c'est pas éthique, c'est pas ma personnalité, je suis pas aligné, c'est pas écologique. Tu dis ok, j'ai payé 20 000 balles donc je vais le faire. Et ah, t'as des résultats, mince alors. Et c'est pour ça qu'on paye des gens de toute façon. Parce qu'en vrai, payer un coach sportif, imaginons. Tu vois, ou un programme de perte de poids. Bon, il va faire des ajustements en fonction de ton régime, tes habitudes, il va t'aider à... Tu vois, ok, mais ça c'est 10%. Globalement, il va te dire quoi? Fais du sport, bouffe moins. Sauf qu'en fait, il a 20 ans d'expérience qui te permettent de niveler très précisément le faire du sport et bouffe moins. Et donc, ça va te permettre de pas tester les variations de sport et les variations de bouffe pendant 3 ans pour trouver ce qui marche pour toi. Mais que le fond reste fait du sport et bouffe moins. Tu veux plus de clients, parle à plus de gens, fais plus d'offres. Ouais, ok, comment, sur quel réseau, de quelle façon, avec quel contenu, etc. Donc tu payes ça, tu payes la nuance, tu payes la précision. Mais on sait tous ce qui marche dans tous les domaines. Que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour trouver... Tu veux trouver l'amour? Fais des rendez-vous avec des gens qui ont l'air de matcher avec tes valeurs et qui ont les mêmes aspirations que toi. T'es quelqu'un d'ultra religieux qui veut 12 enfants et qui veut se marier et qui veut surtout rien faire de tout nu avant le mariage, bah peut-être que Tinder c'est pas le meilleur endroit où aller. Ça me paraît évident, et tu le sais. Mais tu vas payer quelqu'un pour qu'il te le dise. On sait ce qui marche, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'il faudrait faire. C'est juste que la douleur de la situation actuelle n'est pas supérieure au mouvement et à ce que ça coûte de changer. Donc tant qu'on n'a pas payé quelqu'un très cher pour nous dire de faire ce qu'on sait déjà, on le fait pas. Tant mieux pour moi, mon fonds de commerce est basé là-dessus. Toi aussi, t'es soumis à ce paradoxe. Moi, je suis exactement comme tout le monde. Je paye des gens pour qu'ils me disent des trucs que je sais déjà. Et je les paye pas que pour ça. Je les paye pour qu'ils me disent des trucs que je sais déjà, mais je les paye aussi pour qu'ils m'apportent leurs 10, 15, 20 ans d'expérience et la nuance qui me permet de pas patauger dans le bordel, tu vois. Quand on a commencé à travailler ensemble sur les vidéos YouTube, je savais ce que je devais faire. J'ai pas le temps de le faire, ça m'emmerde, et surtout, je suis pas capable de trouver le curseur du détail qui fait que ça devient plus facile pour moi, qui fait que c'est plus efficace, que ça marche mieux, etc. Donc, je paye quelqu'un, donc maintenant d'un coup je suis obligé d'organiser mes tournages, sinon je le paye à rien faire, et lui en plus, avec son expérience de la vidéo, est capable de me dire regarde là, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Et un truc qui m'emmerdait devient beaucoup plus agréable, le rythme est imposé par le fait que je paye, donc il faut bien qu'on le fasse, et donc en fait je m'auto-arnaque pour avoir les résultats que je veux. Et de la même façon, là, je suis en train de tourner dans mon bureau tout seul face caméra. Si t'étais pas derrière la caméra avec l'ordi, je l'aurais pas fait. Parce que je l'aurais repoussé. Parce que je suis un feignant. On paye des gens, que ce soit des gens dans son équipe, que ce soit des programmes, des masterminds, des coachs, ce que vous voulez, pour nous faire de force, entre guillemets, des trucs qu'on sait déjà. Il y a un autre truc sur ce marché de l'accompagnement dont faut qu'on parle, c'est les vrais chiffres du marché. La tendance un peu mythomane de cette industrie-là, et aussi peut-être débunker un petit peu, on voit des pubs passer, on voit des trucs, mais par exemple, ça coûte combien d'acquérir un client de qualité pour toi, ou ce genre de truc, quoi. La chose la plus importante, c'est que les gens, ils mentent dans cette industrie, ils mentent sur leurs chiffres. Donc déjà, quand quelqu'un vous dit « j'ai fait 100K », ça veut rien dire. Il y a des gens qui parlent en pipe. Donc en gros, ils ont 10 rendez-vous téléphoniques sur lesquels peut-être ils vont pitcher une offre à 10K, ils ont un pipe à 100K. Donc ils ont fait 100K, ça y est. Ensuite, il y a vendu. La personne a dit oui au téléphone, c'est tout. Elle a juste dit oui. Si on est un peu dans l'industrie depuis longtemps, on sait que oui au téléphone, ça veut rien dire. Il y en a un sur deux qui se rétracte, de toute façon. Ensuite, elle a dit oui, elle a signé éventuellement, mais elle a rien payé encore. Et tant que l'argent n'est pas sur ton compte, je peux dire que même si le contrat il est signé, il est pas sur ton compte. Ensuite, effectivement, elle a signé, elle a fait un premier versement, mais c'est 10% de la somme seulement. Parce que elle paye en 10 fois. Et derrière, il y a hors taxe ou TTC. Et derrière, il y a les charges. Et derrière, il y a le profit. Donc en fait, j'ai fait 100K, ça veut tout dire rien dire dans cette industrie, et de toute façon, tout le monde ment. Donc globalement, j'ai fait 100K, ça veut dire que la plupart du temps, les gens qui disent j'ai fait 100K, c'est j'ai vendu, non contracté, non encaissé pour 100K théorique, et il va me rester 10 000 à la fin. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il faut comprendre que dans notre industrie, si on est dans le make money, je connais pas les détails des chiffres des autres pour l'instant, acquérir un client en publicité coûte plus de 1 000 €. Donc en fait, déjà, si vous n'avez pas une offre à minimum 3 000, vous êtes mort. Parce que ensuite, il y a les équipes, les charges, les machins, les trucs, etc. Un appel, vous allez payer entre 100 et 300 €. Un lead, vous allez payer entre 10 et 25 €. Donc en fait, si vous n'avez pas une offre super chère, ça marche pas.
le truc qui tient pas debout. Pour avoir une entreprise super chère, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle ait des résultats, etc. Et pour ça, il faut que vous l'ayez testé avant. Pour l'avoir testé avant, il faut l'avoir fait en organique, à la main, et il faut avoir des compétences. Et tu vois, quand on détricote la pelote de laine, on se rend compte de pourquoi il y a autant de gens qui sont des étoiles filantes, qu'on voit passer 5 minutes et qui disparaissent aussi sec. Parce que entre la théorie de trop bien, je vais devenir riche avec ça, et la réalité qui est nécessaire pour durer, il y a un monde. Moi, ça fait 15 ans que je fais du marketing en ligne. Et même là, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Et si je m'étais lancé au bout d'un an avec la boîte que j'essaie de monter actuellement, je me serais tapé la tête dans le mur direct. Parce que j'avais pas conscience de tous les chiffres que je connais aujourd'hui. Donc c'est une chance de pas trop connaître les chiffres non plus. Ouais, c'est bien d'être un peu naïf. Je pense que si quand on se lance, on connaît la réalité totale, et si on avait l'image complète de ce que ça va demander, on abandonne tous avant de commencer. Je pense qu'il faut être un peu conscient que ce sera plus compliqué que ce qu'on croit, et un peu naïf en se disant mais si ça va passer, t'inquiète. T'inquiète frère, ça passe. Et il faut avoir un peu cette naïveté, c'est ce qui permet d'avancer. C'est vrai qu'on se surestime toujours à court terme, on se sous-estime à long terme aussi. Toi, est-ce qu'il y a 2 ans, par exemple, si on t'avait dit que là, tu serais sur tel niveau d'entreprise, etc., comment t'aurais réagi Si le Jérémy d'il y a 2 ans devait gérer les problèmes du Jérémy d'aujourd'hui, il ferait une attaque de panique. Si le Jérémy d'aujourd'hui devait gérer les problèmes de Jérémy dans 2 ans, il ferait une attaque de panique. Et plus globalement, j'aime bien cette phrase de Tony Robbins qui dit les gens surestiment ce qu'ils peuvent atteindre en 1 an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent atteindre en 10 ans. Et en fait, ça sert à rien d'essayer de résoudre des problèmes qui sont pas encore là. De toute façon, sur le chemin qui va vous mener à ces problèmes, vous allez devenir une personne qui peut les résoudre. Plus on avance, plus on apprend, plus on a de nouvelles capacités pour régler des problèmes. C'est comme si t'es à la salle de sport et tu veux soulever un truc, on s'en fout de quoi, tu veux soulever un truc qui fait 100 kilos. Et toi aujourd'hui tu soulèves 50. Et tu dis bah je peux pas soulever 100, donc ça sert à rien. Bah non mais en fait, sur le chemin de 100, tu vas apprendre à soulever 50, 55, 60, 70, 80, 90, 95, et ce chemin te donnera la force de soulever 100. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, toutes les compétences que tu vas devoir développer par exemple, et tout ce que tu vas devoir apprendre pour aller à 100K, va faire de toi quelqu'un qui est capable de gérer les problèmes à 100K. Mais aujourd'hui tu les as pas encore. Et c'est pas grave, tu vas les acquérir sur le chemin. Une fois qu'on a vu toutes ces bêtises qu'il faut pas reproduire, une fois qu'on a vu toute la réalité, une fois qu'on a vu tous les mensonges qu'on peut trouver dans cette industrie, il y a une question qui demeure, c'est est-ce qu'on peut vraiment gagner 10K par mois avec le coaching ?